Merci beaucoup, merci de m'accueillir, merci à vous d'être là aujourd'hui. Donc, on l'a déjà dit, donc moi je suis Manuel Ménal, je suis secrétaire général de l'Institut La Boétie aujourd'hui, et avant ça j'ai travaillé une quinzaine d'années dans la fonction publique territoriale. Est-ce que c'est bien là comme ça ? Parce qu'on m'a donné une leçon sur la façon de tenir le micro, c'est bien. Allez, parfait. J'essaie de retenir. Donc je parle, moi, avec un peu ces deux casquettes-là. La première qui est celle, évidemment, d'un militant qui, aujourd'hui et depuis 3 ans, travaille à l'Institut La Boétie sur notre bagage théorique, mais aussi celui d'un praticien, de quelqu'un qui a eu les mains dans le cambouis depuis pas mal d'années maintenant, et pendant pas mal d'années. Donc, conscient aussi des réalités et de la contrainte qui s'impose à nous. Alors, le livre que je vous présente aujourd'hui, il part en fait d'une réflexion commune, d'une question commune qu'on s'est posée avec les co-responsables du département de géographie et Antoine Salès-Papou, parce que ça fait longtemps qu'on travaille sur les questions spatiales, sur les questions urbaines, sur les questions rurales aussi, et évidemment du coup sur les questions communales. Et on a souhaité se poser la question, finalement, est-ce que les communes ont un rôle à jouer dans le projet révolutionnaire qui est celui de la révolution citoyenne ? Question qui paraît toute bête, mais qui en réalité, on le reviendra, est une question très largement historique. Et une question dont la réponse n'est pas si simple. Alors évidemment, si on en a fait un livre, vous pensez bien que c'est qu'on pense que oui. Mais pour expliquer ce oui, il y a tout un cheminement de réflexion avant d'arriver à cette réponse-là. Alors pour ce cheminement de réflexion-là, on propose d'aller chercher, d'une part, dans l'histoire des communes, l'histoire longue et très chargée, très fournie, très intéressante des communes, et puis aussi de réfléchir ensemble à la place décisive qu'occupe aujourd'hui la commune dans l'ordre établi des choses, dans le capitalisme contemporain. Et à partir de ces deux sources d'analyse-là, je vais essayer de vous convaincre que les communes ont à jouer, elles ont un rôle à jouer réellement dans un projet de révolution citoyenne, à des conditions, et c'est de ces conditions-là dont il s'agit évidemment de parler, et puis évidemment ça vient découler sur des propositions. Alors je vous disais, l'histoire de la commune, l'histoire des communes, elle est tout à fait passionnante, et elle est avant tout, et c'est la première chose sur laquelle on insiste dans le livre, elle est avant tout une histoire démocratique. La commune, ça n'a pas toujours existé. Au Moyen-Âge, dans l'Ancien Régime, le pouvoir est exercé par le roi, les seigneurs et l'Église, et le découpage territorial, comme on l'appelle aujourd'hui, il est fait en fonction. Il y a des paroisses, il y a des seigneuries, etc., etc. Il n'y a pas de commune à ce moment-là. Et pourtant, au Moyen-Âge déjà, vont se développer les premières communes. Ce qu'on appelle le mouvement communal va se développer à partir du XIe siècle à peu près. C'est le peuple de certaines villes qui va exiger de ses seigneurs, soit sous la forme de la négociation, soit sous la forme de la révolte, d'obtenir d'être exemptés du système féodal sur certains points. Et qu'est-ce qu'ils vont demander ? Ils vont demander la capacité de gérer en commun leur propre ville. Ils vont obtenir, encore une fois par la négociation ou par la révolte, un certain nombre de droits qui vont être consignés dans des chartes communales. Et la formule consacrée de l'époque dans ces chartes communales, le premier droit qu'ils obtiennent, c'est le droit de se jurer entraide et fidélité commune. Et c'est là d'où vient le terme commune. On gère en commun, on a décidé d'exercer le droit en commun de décider pour notre propre ville. Les premières choses qu'ils obtiennent, c'est le droit de choisir leur propre magistrat, le droit d'élire, ou en tout cas de choisir
l'élection est un mode minoritaire à ce moment-là, mais de choisir ses propres magistrats, mais aussi de décider de quelle marchandise peut entrer ou sortir de la ville, d'où on construit des logements, où on construit autre chose, etc. etc. Ils vont donc, là, à ce moment-là, inventer les premières formes en fait, de gouvernement représentatif. Elles s'inventent dans la commune au Moyen-Âge à ce moment-là. C'est pas un hasard si, au moment de la Révolution française, donc à la fin de l'Ancien Régime, un des premiers axes, c'est l'extension du champ de la commune, l'extension des communes sur l'ensemble du territoire national. Il y a 44 000 communes qui sont créées en France, et ces communes, elles ont toutes pour particularité qu'on y élit les maires et les adjoints au suffrage universel direct. Suffrage universel direct masculin à ce moment-là. Mais première élection au suffrage universel de représentants. Il faut dire que la Révolution française, en fait, elle a commencé par la Commune, parce que le 14 juillet 1789, les révolutionnaires, quand ils vont à la Bastille, où c'est qu'ils vont dès qu'ils ont pris la Bastille? Ils vont à l'hôtel de ville de Paris, et à l'hôtel de ville de Paris, ils se déclarent Commune de Paris à ce moment-là. Donc c'est déjà là, on retrouve cette inspiration démocratique. Et d'ailleurs, c'est cette commune de Paris qui, en 1792, va devenir la commune insurrectionnelle de Paris. Et c'est de la commune insurrectionnelle de Paris que vient le mouvement pour abolir la monarchie, pour le comité de salut public, etc. C'est pas non plus un hasard si la Révolution française se clôt justement avec la Commune, puisque une des premières choses que fait Bonaparte arrivé au pouvoir, c'est de revenir sur l'élection du suffrage universel direct, au suffrage universel direct des maires et des adjoints. Les maires sont désormais nommés pour les grandes villes par le consul, pour les petites villes par les préfets, et donc on met fin à ça, et on met fin à ça, pourquoi? Parce qu'il y a la volonté de Bonaparte de mettre fin aux tentations révolutionnaires, de mettre fin au mouvement révolutionnaire, puisqu'il le met en danger lui-même. Alors évidemment, parler de l'histoire de la Commune, c'est aussi parler de l'histoire de la Commune. Quand on dit la Commune, c'est en réalité, on devrait dire les communes insurrectionnelles en France de 1870-1871, la plus connue étant la Commune de Paris. C'est là un moment historique particulier, j'y reviens pas, mais le peuple d'un certain nombre de villes, notamment le peuple de Paris, qui refuse à la fois la capitulation face à l'Allemagne de Bismarck, ce qui deviendra l'Allemagne juste après la guerre, justement, et en même temps la soumission au gouvernement réactionnaire et capitulaire de Versailles. Ces peuples-là vont se décréter commune insurrectionnelle en s'inspirant de la commune de 1789, de 1792, la première commune de Paris, la commune de la Révolution française. Là aussi, leur revendication, elle est avant tout démocratique. Ils réclament la République, ils réclament la possibilité pour le peuple de ces villes-là de décider pour elles-mêmes, pour eux-mêmes, de la façon dont ils vivent, de la façon dont s'organise leur commune. Alors, ça va être un laboratoire démocratique absolument remarquable. La Commune de Paris, elle dure 72 jours. En 72 jours, elle vote la révocabilité des élus. C'est d'ailleurs la première loi qu'elle vote à ce moment-là, sous l'inspiration de Louise Michel. Elle vote la reconnaissance de la citoyenneté aux étrangers, le droit de vote des femmes. Autant de choses qu'on a mis bien des décennies à obtenir après, et dont certaines sont d'ailleurs encore des revendications actuelles. Alors, la Commune de Paris, les communes de ce moment-là, elles vont inspirer d'abord tout ce qu'on appelle le mouvement ouvrier, le mouvement socialiste ou communiste au XXe siècle, qui va être nourri de l'idée du communalisme, c'est-à-dire l'idée que la commune, c'est la cellule démocratique de base, et ça vient inspirer à la fois des théories plutôt anarchistes, qui vont opposer la commune à l'État. Aujourd'hui, un penseur comme Murray Bookchin, par exemple, écrit sur sa version du communalisme qui est on met fin à l'État central parce que l'État central est nécessairement oppresseur et on le remplace par des communes librement associées les unes aux autres, mais aussi à un communalisme plus
en lien avec l'État qui va inspirer en fait tout le mouvement ouvrier du XXe siècle avec la mise en place des municipalités ouvrières, etc. Je le dis accessoirement, mais ce n'est pas qu'en France d'ailleurs, puisque d'abord Marx lui-même tire sa théorie politique de la Commune de Paris et les soviets sont directement inspirés de la Commune de Paris. C'est là d'où vient l'inspiration. Alors, évidemment, je vous le disais, ça se poursuit au XXe siècle. Et là aussi, à l'époque où les communistes, les socialistes de l'époque, pas tout à fait les mêmes non plus, vont faire de la commune un lieu d'expérimentation politique, d'expérimentation démocratique et poursuivre cette aventure-là. Les villes ouvrières sont des bastions avancés où les ouvriers ont droit à la parole qu'on leur refuse au niveau national. C'est en tout cas comme ça que c'est voulu, souhaité, développé. Et c'est dans ces municipalités ouvrières qu'on va présenter pour la première fois des femmes aux élections locales, alors qu'elles n'ont d'ailleurs pas le droit de vote à ce moment-là. On est en 1924 pour les premières femmes officiellement candidates sur ces listes-là. C'est là où on va élire aussi, et c'est important pour la suite du raisonnement, les premiers élus, maires, ouvriers, qui représentent vraiment la population de leur ville, là où les maires, traditionnellement, jusque-là, même élus, étaient plutôt patron d'usine, notable local, avocat, médecin, etc. C'est aussi dans ces villes-là qu'on va soutenir massivement le développement d'associations culturelles, sportives, accessibles au peuple, accessibles aux ouvrières et aux ouvriers, et aussi d'associations plus revendicatives, des associations de locataires, des associations de parents d'élèves, les syndicats via les bourses du travail. Donc on y fait volontairement monter une vie, y compris contestataire, parfois contestataire du pouvoir local y compris, une vie politique, une vie démocratique. C'est une marque de fabrique des municipalités ouvrières au XXe siècle. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit de donner à cet endroit-là une vitalité politique et démocratique qui répond à un objectif bien clair, construire l'unité ouvrière à la base, construire la conscience de classe, c'est-à-dire le sentiment d'appartenir à un même monde et d'être fier d'appartenir à ce monde, le monde ouvrier à ce moment-là. Alors, c'est la première idée que je voulais partager avec vous. L'histoire de la commune, c'est une histoire démocratique avant tout. Et il s'agit de renouer avec cet héritage-là. Plus exactement, c'est peut-être la première condition, c'est que il y a un intérêt pour un programme de la révolution citoyenne à l'échelon communal à partir du moment où elle assume d'en refaire un enjeu démocratique, d'en refaire un lieu fondamental de la démocratie. Et c'est pas si simple. C'est pas si simple parce que force est de constater que tout a été fait pour dévitaliser justement la commune du point de vue démocratique. Depuis des années 70 à aujourd'hui, le taux de participation aux élections municipales, il a chuté de façon incroyable. On est passé de 79% en 77 à 45% en 2020. Et 2020 n'est pas une parenthèse dans cette histoire-là, puisque la chute, elle était avant. On verra ce qu'elle sera après. On espère qu'on va l'enrayer en partie, mais en tout cas, elle était déjà bien amorcée avant. Alors, c'est pas du tout un phénomène naturel. Il y a une offensive coordonnée là-dessus. D'abord, sur le plan idéologique, vous avez toutes et tous, je pense, entendu l'histoire que la commune, c'était un archaïsme, qu'elle était trop petite, que c'était pas assez moderne, qu'on était une exception française, etc., etc., etc. Et ce discours, il est venu notamment justifier la mise en place à marche forcée d'intercommunalités, de communautés d'agglomération, de communautés de communes, partout en France. Mouvement qui s'est beaucoup accéléré dans les années 2000 sous les mandats Sarkozy et Hollande et qui s'est continué et achevé sous les 2 derniers mandats de Macron. Ça a eu des effets absolument majeurs. Premier effet, c'est que les chercheurs d'ailleurs le montrent, quand ils analysent l'effet de développement de l'intercommunalité, ils montrent que on a vu apparaître un régime du consensus. D'abord, dans les intercommunalités, dans les communautés de communes, les communautés d'agglomération, vous trouvez bien souvent des exécutifs composés d'élus de gauche et d'élus de droite qui gouvernent ensemble l'intercommunalité. Au nom d'un intérêt supérieur du territoire,
qui en réalité est une façon de dépolitiser l'enjeu communal avant tout. Normalement, quand on fait partie d'une majorité, c'est parce qu'on s'est présenté ensemble devant les électeurs pour défendre un projet politique, premier ou second tour, et on défend ce projet politique-là en faisant partie d'un exécutif qui met en œuvre son programme. On rompt fondamentalement ça avec les intercommunalités, puisqu'on peut avoir défendu devant les électeurs deux projets fondamentalement différents et pourtant se retrouver dans le même exécutif derrière. C'est de ce point de vue-là une dépolitisation qui a beaucoup joué sur l'intérêt populaire pour l'élection communale. Elle s'est accompagnée d'une forme de technicisation dans le discours et dans les faits, où on a décrit les politiques communales, en premier lieu les politiques qui étaient dévolues aux intercommunalités, aux communautés d'agglomération, comme finalement des compétences avant tout techniques, pas politiques, où les enjeux seraient des enjeux de bonne gestion vs mauvaise gestion, mais il n'y a pas un enjeu de droite-gauche, il n'y a pas un enjeu dans l'intérêt de qui. On a gommé volontairement ces dimensions-là, y compris conduisant les élus à se comporter plutôt comme des techniciens gestionnaires et transformant l'élection municipale en un concours de qui est le meilleur technicien gestionnaire, comme si on élisait finalement une administration plutôt qu'élire des élus. Puisque des techniciens gestionnaires, il y en a dans les services, si c'est des fonctionnaires, ils sont là, ils ont des compétences. C'est pas le même rôle que les élus. C'est alors une absurdité totale. Une absurdité totale, on y reviendra, mais les intercommunalités traitent notamment des compétences qui sont les plus essentielles pour la bifurcation écologique. Elles traitent des questions de transport, elles traitent des questions de déchets, elles traitent des questions d'eau, elles traitent des questions d'aménagement de l'espace. Ce sont des questions décisives. Et faire croire que la question de la bifurcation écologique est une question pas politique ou pas clivante aujourd'hui, c'est être à des années-lumière de la réalité de ce qui se passe dans le pays aujourd'hui. Et puis, deuxième effet, c'est un brouillage et une déresponsabilisation totale qui a considérablement éloigné le citoyen de la décision, mais aussi de la compréhension même de la décision. Vous l'avez toutes et tous vécu, je pense. La réponse favorite de l'élu, et même de bonne foi, quand on parle d'un problème, c'est de dire « Ah bah ça, c'est pas moi, c'est la métropole. Ça, c'est pas moi, c'est l'interco, la communauté de communes, etc. etc. » Tant et si bien que le citoyen n'y comprend rien et n'est plus en capacité d'exercer son contrôle démocratique réel sur les décisions. Il ne sait pas si ça se passe à ce niveau-là, si ça se passe à ce niveau-là. L'intercommunalité, par ailleurs, c'est quand même une émanation des communes, donc les élus, à un moment, sont de fait les mêmes. Donc, on a là une forme de brouillage qui vient dépolitiser encore dépolitiser encore les politiques locales. Alors c'est avec ça que nous pensons qu'on doit fondamentalement rompre pour que ça a un intérêt d'occuper l'échelon communal. Ça veut dire renouer avec cette grande histoire que j'ai essayé de retracer en quelques mots précédemment, cette histoire de conquête de droits démocratiques au niveau communal, parce que c'est ça toute l'histoire de la commune. Par exemple, ça passe par, évidemment, le RIC, le référendum d'initiative citoyenne municipale. C'est un droit nouveau qui peut être conquis à l'échelle locale, qui peut être mis en œuvre à l'échelle locale, mais de la même façon, ça passe aussi par le référendum révocatoire qui fait aussi partie de ces nouveaux droits démocratiques qui peuvent être expérimentés à l'échelle locale avant d'être généralisés au niveau national. De la même façon, le fait d'instaurer dans les consultations locales, dans CERIC par exemple, le droit de vote des étrangers ou le droit de vote des 16 ans fait aussi partie des choses qu'on peut expérimenter d'ores et déjà au niveau local. Mais ça passe aussi par, et c'est une nécessité pour la suite, pour la révolution citoyenne elle-même, ça passe aussi par recréer une confiance dans le vote, une culture de la politique et de la démocratie au niveau local qui a été, je le disais, très largement dévitalisée. Ça passe notamment par des élus qui s'engagent à ce que dans toutes les décisions structurantes passent par des référendums locaux décisionnaires. Aujourd'hui, le nombre de référendums locaux en France est absolument dérisoire et généralement, ils sont consultatifs. L'enjeu pour recréer la confiance dans le vote, c'est que les citoyennes et les citoyens des villes qui sont les villes de la révolution citoyenne demain sachent qu'ils votent souvent, et quand ils votent, leur scrutin
est respecté, leur vote est respecté, même si ce n'était pas l'avis des élus à ce moment-là. Ça passe aussi par des outils comme les budgets participatifs. Alors, les budgets participatifs, vous les avez tous et toutes entendus, on nous a un peu gargarisé avec des budgets participatifs un peu partout en France. Ce qu'on voit en réalité dans les budgets participatifs, c'est un élément assez intéressant, c'est que les budgets participatifs, quand on y consacre 2 ou 3% de son budget local, c'est un instrument qui devient très vite accaparé exclusivement par les classes moyennes supérieures, ceux qui sont hautement diplômés, qui ont les moyens, ou les personnes qui ont le plus de temps aussi pour le faire. En revanche, les expériences internationales, c'est que quand on y met vraiment les moyens, c'est-à-dire quand on y met 10-15% de son budget d'investissement, c'est-à-dire quand ça a un impact décisionnaire majeur, à ce moment-là, on a là un intérêt qui se fait pour l'ensemble des classes et notamment pour les classes populaires. C'est l'expérience de Porto Alegre au Brésil, c'est l'expérience de Saragosse en Espagne. Il y a un certain nombre d'expériences qui montrent ça et c'est possible fondamentalement, mais ça nécessite, et en fait, c'est pas un problème technique, c'est un problème politique, ça nécessite d'accepter de se dessaisir d'une part importante de la décision politique et de la laisser à la décision démocratique. Alors, la commune, c'est aussi un lieu de très grande conquête sociale. J'ai parlé de la commune de Paris tout à l'heure et de comment elle a été un lieu d'avancée démocratique, mais elle a aussi été un lieu où on a expérimenté l'assurance chômage, où on a expérimenté un certain nombre de grands droits sociaux, le droit au logement, etc., qui là aussi, mettront des décennies avant d'être inscrits dans nos textes et qui sont aujourd'hui des grands enjeux de mobilisation encore. Hop, j'arrive. L'histoire des municipalités ouvrières au XXe siècle, elle a été justement cette histoire-là, c'est-à-dire l'histoire de conquête sociale concrète et réelle. Il faut imaginer que à l'époque où se développent les municipalités socialistes, communistes, dans la première moitié du XXe siècle, on est avant le Front populaire, on est avant le Conseil national de la résistance, donc on est avant en fait les grandes avancées sociales qui paraissent aujourd'hui menacées certes, mais qui dans l'imaginaire commun paraissent comme si elles avaient toujours existé finalement. À ce moment-là, il n'y a pas de grands services publics nationaux. Il n'y a pas de grand service public national, par exemple, de la santé. Il y a des hôpitaux militaires, des hôpitaux civils, des hôpitaux religieux, mais il n'y a pas de grand service public national de la santé. Il n'y a pas non plus de grand service public national de la culture. Il n'y a pas non plus de grand service public national des transports, de l'électricité, etc. C'est des choses qui viendront, en fait, après, qui seront des conquêtes qui ont lieu après. Et dans les communes ouvrières, on va justement inventer un certain nombre de politiques publiques, de services publics qui vont derrière être l'expérimentation, le creuset des conquêtes sociales, de l'élargissement de ces conquêtes sociales après. Par exemple, c'est dans les communes qu'on crée les centres municipaux de santé, qu'on appelle dispensaires après la Première Guerre mondiale et qui deviennent ensuite les centres municipaux de santé. C'est là aussi qu'on va développer des politiques sociales comme par exemple les bureaux de placement pour aider les chômeurs à ce moment-là. C'est ce qui deviendra après la NPE, Pôle emploi, France Travail. De la même façon, on va y créer les premières aides sociales pour les retraités, à un moment où il n'y a pas de système national des retraites, il n'y a pas de système de retraite par répartition comme encore aujourd'hui. De la même façon, pour les aides sociales aux plus âgés, mais c'est là aussi qu'on va, par exemple, y développer le service public national du logement. Les logements sociaux, ils naissent dans les communes à ce moment-là, à travers les habitations à bon marché, les HBM qui viendront après, les HLM, et donc le logement social. Idem pour la culture, où on y crée les maisons de la jeunesse et de la culture, où on y crée des bibliothèques. Pareil, ça paraît une évidence d'avoir des bibliothèques municipales locales. Ça n'est pas une évidence. À ce moment-là, il existe des bibliothèques publiques pour certaines qui sont surtout dédiées à la conservation d'œuvres, ou des bibliothèques universitaires, ou des bibliothèques académiques, etc. Mais il n'existe pas de bibliothèque pour le grand nombre à ce moment-là.
Alors, les communes, donc, au XXe siècle, vont être justement ce lieu de l'extension du domaine du collectif, en privilégiant justement la gestion par des services publics à ce moment-là. Évidemment, quand je dis ça, tout semble un peu paradisiaque dans les villes, dans les municipalités ouvrières du XXe siècle. C'est loin d'être le cas. C'est loin d'être le cas. Le clientélisme est une réalité bien souvent. L'enfermement local, y compris avec toutes les alliances, les combines d'appareils que ça peut susciter dans l'espoir de garder son pouvoir local, sont aussi des réalités bien ancrées dans les municipalités ouvrières au XXe siècle. Mais il y a, et c'est ça que je voudrais faire passer, aussi une forme d'imaginaire commun qui vient se développer dans les communes à ce moment-là. On vit dans des communes certes pauvres, on vit dans des communes où on vit l'exploitation capitaliste comme ailleurs. En revanche, on est fier d'être à la pointe en termes démocratiques, en termes de services publics, en termes de culture, en termes de santé dans ces communes-là. Et on le voit comme une forme de préfiguration finalement d'un monde nouveau qu'il s'agit de gagner au niveau national parce que c'est possible puisqu'on en voit l'avant-goût au niveau local. Évidemment, ça n'est qu'un début, évidemment, ça c'est très imparfait, mais on y fait sentir cet avant-goût-là et ça joue beaucoup dans la crédibilisation de la possibilité d'un autre monde, d'une autre société à ce moment-là. C'est donc pas un hasard si, au début du XXIe siècle, les communes en particulier, les collectivités en général, ont été des cibles très importantes pour le néolibéralisme actuel. Les communes, vous l'avez entendu là aussi, ont été accusées de tous les maux. Elles ont embauché trop de personnel, elles ont dépensé trop, elles ont des frais somptueux, etc., etc. Alors, si on regarde la réalité, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de mauvaise gestion, hein, il y en a de la mauvaise gestion, ça c'est une réalité, mais si on regarde la réalité, pas de problème de déficit puisque les communes ne peuvent pas être en déficit. Fondamentalement, c'est interdit, elles ne peuvent pas l'être. Il n'y a pas non plus de problème de dette au niveau global puisque la dette des communes, la dette du secteur public local, a été divisée par 2 entre les années 90 et aujourd'hui. A priori, une dette qui est divisée par 2, c'est que ça va, elle n'est pas insupportable. Non, ce qui est insupportable, à ce moment-là, c'est le principe même, c'est-à-dire le fait qu'elles aient fait le choix de développer du service public local. Pourquoi ? Parce qu'il faut comprendre que à chaque fois que vous avez un hôpital public, un centre de santé public, etc., c'est une occasion de priver en moins pour des capitalistes. C'est fondamentalement la question qui est posée. C'est-à-dire que si vous faites une crèche publique, c'est une crèche privée qui a des opportunités en moins, et cette crèche privée, elle aurait pu générer des bénéfices, etc., etc., etc. Et c'est le principe même de décider de confier plus de choses au public qu'au privé qui est mis en cause à ce moment-là. C'est une question vitale pour le capitalisme. La loi des reins du capitalisme, c'est qu'il a besoin de s'étendre tout le temps pour maintenir des profits, parce que ses profits baissent, donc il a besoin de concerner davantage de secteurs au fur et à mesure. Alors, pas un hasard, ça vient, la querelle est lancée contre les communes en 2008. Par Nicolas Sarkozy, alors au pouvoir, vous le savez, elle est aussi lancée d'ailleurs contre l'État. Hein. C'est le moment de la révision générale des politiques publiques, c'est le moment du non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2, etc. etc. Et pour les communes, ça va passer par une attaque sur en fait leurs 2 principaux postes de recettes. Un, les dotations. Les dotations, c'est quoi ? Les dotations, c'est l'argent que doit l'État aux communes parce qu'il leur a confié des choses qu'ils faisaient avant. Je le dis simplement, mais c'est pas du cadeau, hein. C'est vraiment juste des économies qu'il a faites parce qu'il a refilé un certain nombre de choses de ce qu'il faisait aux communes, et donc il leur donne de l'argent tous les ans pour compenser ça. Alors ces dotations-là, logiquement, jusque-là, elles augmentent tous les ans au niveau de l'inflation, sinon ça veut dire qu'elles baisseraient, et puis elles augmentent aussi en fonction de la croissance, comme les recettes de l'État. On va décider, c'est première décision sous le gouvernement Sarkozy, puis poursuivie ensuite, de baisser ces dotations. La baisse la plus drastique intervenant d'ailleurs sous le mandat Hollande. C'est là où c'est le pire en réalité pour les communes. Et puis deuxième impact, on va s'attaquer aux impôts locaux, à ce qu'on appelle l'autonomie fiscale. Pourquoi ? Alors pour ça, il faut comprendre que les communes de gauche au XXe siècle n'avaient pas de problème financier, elles avaient déjà des problèmes financiers. Pour développer du service public, elles ont utilisé 2 leviers.
elles ont utilisé un premier levier qui était d'attirer des activités économiques sur leur territoire, notamment des activités industrielles. Elles ont bénéficié de retombées fiscales via ce qui s'appelait la taxe professionnelle, avant la patente, et je reviendrai justement sur cette histoire de taxe professionnelle-là. Ça, c'était le premier levier. Puis deuxième levier, c'était de pratiquer des taux d'imposition plus élevés dans ces communes-là qu'ailleurs, en contrepartie d'un service public plus élevé. C'est une forme de redistribution. Quand vous êtes très pauvre dans ces communes-là, vous allez bénéficier de crèches gratuites, vous allez bénéficier de périscolaires gratuits, etc., etc. Donc vous allez être finalement gagnant au fait que les taux d'imposition locaux soient plus élevés. Et en revanche, ceux qui sont les plus riches vont payer plus de taux d'imposition qui ne bénéficient de services publics, mais c'est une forme de redistribution au global. C'est un choix politique, un pacte quelque part qui est fait entre ces communes et ses habitants. C'est le deuxième étage de la fusée, il sera là. Il sera là avec exactement en même temps, en 2009, la suppression de la taxe professionnelle, donc l'impôt que payaient les entreprises à la commune sur le territoire de laquelle ils étaient implantés. Elle va être remplacée par des nouvelles taxes, mais ces nouvelles taxes, elles ont deux particularités. La première, c'est qu'elles rapportent 25% de moins, donc c'est-à-dire 25% de cadeaux immédiats pour les entreprises concernées, mais aussi, et surtout, et c'est ça l'objectif, les communes ont quasiment pas de pouvoir pour faire varier le taux de ces taxes-là, donc elles ne peuvent pas décider qu'on peut augmenter ce que payent les entreprises au niveau local. Cette entreprise-là, elle va être poursuivie après 2017 par Emmanuel Macron avec la suppression de la taxe d'habitation. Alors, spoiler, la suppression de la taxe d'habitation n'avait pas du tout vocation à vous faire un cadeau. Ce n'était pas ça du tout dont il était question. La chose dont il était question, c'est que c'était la façon pour les communes à ce moment-là de pouvoir décider d'augmenter ou de baisser les taux d'imposition. C'était la taxe d'habitation. En supprimant la taxe d'habitation, on supprime quasiment la dernière chose sur laquelle elles avaient le pouvoir de toucher. Tout ça poursuit en réalité un même objectif, imposer aux communes, quelle que soit leur couleur politique, quel que soit donc le vote de leurs habitants aux élections locales, une seule voie possible, celle de la réduction du domaine d'intervention du public et au contraire de l'extension du domaine du privé. C'est tout à fait décisif, là aussi, pour bien comprendre la dévitalisation de l'échelon local. Quand vous viviez dans une commune de gauche au XXe siècle, vous voyez la différence avec la commune de droite d'à côté de façon très visible. On y avait des bibliothèques publiques nombreuses, on y avait un service public local de la petite enfance, des crèches publiques, on y avait des associations culturelles, sportives, largement subventionnées, donc largement plus dynamiques qu'ailleurs. Vraiment, on en voyait vraiment la différence. Peu à peu, c'est cette différence-là qui s'est estompée parce qu'on a privatisé les EHPAD, parce qu'on a fermé des centres de vacances et donc moins de colonies de vacances à la fin, parce qu'on a passé des centres de santé au privé. Et la différence entre les communes de gauche et les communes de droite s'est peu à peu finalement estompée, rendant l'intérêt d'aller voter aux élections locales moins visible pour un certain nombre de gens, et c'est largement compréhensible de ce fait-là. C'est là aussi la deuxième grande condition pour laquelle il y a un intérêt à s'occuper de l'échelon communal, c'est de retrouver cette dynamique de conquête sociale, de reprendre cette dynamique de conquête de nouveaux services publics, nouveaux droits sociaux. Il y a d'abord pas de difficulté financière à ça, pour le dire ainsi. Il n'a jamais été prouvé qu'on avait fait des économies en passant du service public au privé. D'un point de vue technique, ça n'est jamais prouvé. Donc le choix de, au contraire, repasser du privé au public un certain nombre de services publics est un choix qu'il est possible de faire. Il y a des conditions juridiques, techniques, mais c'est un choix qu'il est possible de faire. Et il est possible d'enclencher la dynamique inverse de celle qui nous a été imposée par les 30-40 dernières années, tout simplement parce que les élus locaux en ont été aussi très largement les bons élèves, voire les complices assez souvent. Mais il y a aussi, il n'y a pas qu'à retrouver le passé, il y a aussi des nouveaux
des nouvelles conquêtes sociales, des nouveaux droits sociaux à aller chercher. Je prends un exemple dont on parle dans le livre, mais aujourd'hui, une réalité sociale majeure qui n'existait pas il y a 50 ans, pas dans la même ampleur, c'est la présence des familles monoparentales. C'est aujourd'hui 25% des familles qui sont des familles monoparentales, et dans 90% des cas, c'est des femmes qui sont seules avec des enfants. De la même façon qu'au XXe siècle, on a su développer une politique sociale pour les familles nombreuses, on a su développer des tarifs particuliers pour la cantine, pour le sport, pour la culture, pour les transports évidemment. On pourrait imaginer aujourd'hui, on peut aujourd'hui dans les communes développer une politique à destination des familles monoparentales, une politique qui leur permet d'accéder justement à des tarifs préférentiels aux crèches, aux différents services publics au niveau local. De la même façon, je vais prendre un exemple tout droit pris de nos amis new-yorkais aujourd'hui, mais le développement de supermarchés coopératifs, c'est aujourd'hui quelque chose qu'on voit d'abord un peu partout en France. Il y a des supermarchés coopératifs qui existent, et c'est un enjeu décisif du XXIe siècle qui est l'accès à une alimentation de qualité à un prix abordable. De la même façon, développer, soutenir, créer des supermarchés coopératifs, c'est quelque chose qu'il est possible de faire à l'échelon local, c'est quelque chose qu'il est même peu coûteux de faire à l'échelon local, et qui pourrait être en fait une forme de première brique d'une sécurité sociale de l'alimentation qu'on voudrait développer au niveau national. Je ne prends pas d'autres exemples, mais je pourrais en revenir évidemment dans les questions après. Et donc c'est la deuxième idée, c'est la commune peut être un lieu où on vient expérimenter des conquêtes sociales qu'il s'agit ensuite de gagner et d'étendre au niveau national. La troisième idée, c'est que la commune, à l'échelon communal, se joue en réalité des conflits extrêmement politiques, des questions extrêmement politiques. Pour ça, je vais revenir rapidement sur deux idées. La première, c'est que la production de l'espace, c'est jamais quelque chose de neutre. La production de l'espace, au sens physique, c'est jamais quelque chose de neutre. En réalité, c'est toujours, dans nos sociétés, le résultat d'une activité humaine. Ce qui veut dire que la façon dont l'espace est produit, elle reflète la façon dont la société s'organise. On le voit dans les plans urbains des villes, le fait que les classes populaires soient en banlieue, c'est-à-dire au banc de la société, est évidemment une traduction dans l'espace concret de réalité sociale. Historiquement, dans des villes ouvrières, par exemple, vous prenez le Creusot, par exemple, vous avez ce plan de ville absolument incroyable, où il y a le château de la famille Schneider, qui était les propriétaires de l'usine, qui se trouve au centre. Tout autour, vous avez des maisons assez sympathiques, qui étaient les maisons de l'encadrement supérieur, puis vous descendez, vous avez les maisons des contremaîtres, et puis une fois que vous êtes passé la rivière de l'autre côté, vous avez les corons où là vivaient les ouvriers. C'est caricatural, mais c'est toujours comme ça que se produit l'espace aujourd'hui. Deuxième idée phare, c'est l'idée que David Harvey, géographe critique, a développé au XXe siècle, qui est l'idée que en fait, le capitalisme poursuit au XIXe siècle. Il a étendu, comme je vous le disais, le capitalisme, il étend toujours sa sphère. Il a étendu sa sphère en y intégrant l'espace lui-même, l'espace physique lui-même. Et il prend pour ça un exemple que je vais vous raconter très rapidement, qui est les travaux du baron Haussmann à Paris en 1850. Et il montre, d'une part, comment les travaux du baron Haussmann à Paris, contrairement à toute l'histoire qu'il nous a racontée, c'est pas une histoire de modernisation, etc., etc. C'est d'abord une histoire du capitalisme. Il y a une grande crise capitaliste à la fin des années 40, 1840, grande crise bancaire, et les travaux du baron Haussmann vont être avant tout une grande opération immobilière conduite par les banques. C'est pas des entreprises publiques ou privées ou quoi que ce soit, c'est vraiment les banques qui conduisent ces opérations-là, qui vont donc se refaire une santé à travers cette opération immobilière. Ça, c'est le premier aspect. Mais le deuxième aspect, qui est fondamental, il explique qu'à travers cette opération immobilière-là, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous aviez des quartiers mixtes du centre de Paris, qui étaient des quartiers assez anarchiques, assez bordéliques. Ces quartiers anarchiques bordéliques, les logements, il y avait été construits sans trop d'autorisation, sans qu'on sache très bien à qui appartient quoi, ce qui fait qu'ils se donnaient un petit peu en échange de ceci ou de cela, de façon absolument non contrôlée.
Haussmann, il va remplacer tout ça par des immeubles avec des logements bien délimités, des logements plutôt bourgeois, plutôt accessibles aux bourgeois. Et qu'est-ce que ça va permettre ? Ça va permettre à ces banques-là d'être propriétaires d'un certain nombre de logements qu'elles vont du coup pouvoir revendre ensuite plus cher. En fait, on va créer un marché du logement. Le marché du logement n'a pas toujours existé. Dans la plupart de l'histoire de l'humanité, le logement, c'était un truc que tu donnais à ton enfant ou à ton voisin ou à ceci, ou quand tu déménageais, tu voyais à qui donner. Il n'y avait pas un marché et l'idée même qu'on puisse acheter le logement pour faire du profit dessus est une idée neuve du 19e siècle. Alors, c'est comme ça, en fait, que fonctionne sans cesse le capitalisme. Il voit l'espace comme une occasion de faire du profit. Il voit l'espace et il réfléchit, il produit l'espace avec cette logique-là. L'exemple le plus typique, c'est les supermarchés. Il va systématiquement construire des supermarchés qui vont marcher pendant un petit temps, qui vont se casser la gueule, puis il va construire des encore plus gros supermarchés un peu plus neufs, on le voit à peu près partout dans nos villes. Pourquoi ? Parce qu'il s'en fiche fondamentalement de savoir si ça répond à un besoin social ou pas à un besoin social. La seule question, c'est est-ce qu'à court terme, ça permet de faire un profit ? David Harvey, il explique que le capitalisme, il construit des ponts qui ne mènent nulle part, des bridges to nowhere. C'est-à-dire que la question ne c'est pas savoir si ce pont il a une utilité sociale, la question de savoir c'est si ce pont il va me faire à court terme du profit, et même si c'est plus tard pour être détruit et reconstruit pour autre chose, parce qu'en fait il ne servait à rien, il s'en fiche. C'est du coup un enjeu décisif, et évidemment c'est un enjeu qui dépasse l'échelon communal, mais qui se joue sur le territoire physique des communes. La question de la reprise en main de la production de l'espace, la question de la reprise en main collective et publique de ce qui se joue dans la production de l'espace. Et la troisième grande condition, on doit s'attaquer frontalement à la façon dont le capitalisme produit l'espace aujourd'hui, parce que c'est absolument inadapté aux besoins sociaux. Le capitalisme continue de construire des logements de luxe sans cesse, alors qu'on a plusieurs millions de personnes mal logées en France. Parce que ce n'est pas sa question de répondre à ce besoin-là, ça doit être notre question et ça doit être la première bataille qu'on doit faire. Tout ne pourra pas être fait au niveau local, mais il y a des choses qui peuvent être faites au niveau local. D'abord, une première chose qui peut être faite au niveau local, c'est de reprendre un combat qui a été celui justement des municipalités ouvrières du XXe siècle, qui est le combat pour le logement social. Je le dis, ce combat, il a été aussi très largement abandonné par la gauche, et notamment par la gauche de gestion au début du XXIe siècle, qui finalement s'est converti au discours libéral selon lequel le logement social, ça devrait être réservé à quelques plus pauvres, devrait y en avoir pas trop si possible, bien réparti parce qu'on trop de pauvres au même endroit, on ne sait pas pourquoi, mais c'est pas bien d'avoir trop de pauvres au même endroit, etc., etc. Il faut avoir des municipalités qui rompent fondamentalement avec ce discours-là et qui assument le fait que le logement social, il en faut plus. Il en faut plus parce qu'il y a 70% des Français qui sont potentiellement éligibles au logement social. Donc ce n'est pas vrai que c'est du logement des plus pauvres. C'est la grande différence du logement social avec le reste, c'est que c'est un logement public sur lequel on ne peut pas faire de profit. Et c'est ça le premier outil de développement. Et c'est possible parce que les communes ont largement abandonné cette bataille-là. Ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu, le deuxième proposition, c'est aussi de répondre à un besoin humain fondamental, la question de le besoin d'être propriétaire, l'envie d'être propriétaire est une réalité humaine qui n'est pas qu'une réalité petite bourgeoise, c'est une réalité aussi tout à fait compréhensible, parce que l'envie de disposer de son chez-soi, de l'aménager comme on le veut, c'est une envie tout à fait compréhensible. Ce qui pose question pour nous, c'est ce que je disais tout à l'heure, ce que David Harvey a montré, c'est le fait qu'on ait transformé le logement en un produit de profit. C'est-à-dire qu'il y ait des gens, et les statistiques montrent à quel point ces gens sont peu nombreux mais très puissants, qu'il y ait des gens dont le jeu ce soit d'acheter des logements, non pas dans l'objectif d'en faire quelque chose en particulier, juste dans l'objectif de les revendre 10 ans après, 15 ans après, en ayant fait une plus-value. Il existe
d'autres modèles qu'il est possible de développer au niveau local. C'est le cas de ce qu'on appelle les organismes de foncier solidaire, les OFS. Ça vient d'une idée, d'une expérience états-unienne qui s'appelait les Community Land Trust. Parfois, il y a des trucs bien qui viennent des États-Unis, c'est rare. Et qui parle de l'idée que pour empêcher qu'on puisse spéculer avec le logement, on va séparer le foncier, donc le terrain, du bâti. Qu'est-ce qui va se passer ? Vous avez un terrain. Sur ce terrain, vous allez avoir des gens qui vont construire des maisons, des immeubles, peu importe. Et ce terrain, il appartient à un organisme spécifique qui s'appelle un organisme de foncier solidaire qui, lui, a dans son statut le fait qu'il est interdit de faire du profit. Il n'est pas là pour faire du profit, c'est totalement interdit, sinon on n'a pas son agrément. Vous allez acheter un logement, et quand vous allez acheter un logement, vous allez en fait signer un bail avec le propriétaire du terrain, donc l'organisme de foncier solidaire, un bail, mais un bail de très long terme, un bail amphithéotique, donc un bail sur 99 ans, autant dire un bail limité. Ce bail-là, il vous dit, vous avez le droit de faire ce que vous voulez dans le logement dont vous êtes de fait le propriétaire. En revanche, si vous revendez ce logement-là, vous ne pourrez pas faire une plus-value au-delà de quelques pourcents pour l'amortissement, etc. Ça garantit sur le moyen terme l'interdiction de spéculer. Il est tout à fait possible pour une commune aujourd'hui de le développer de façon beaucoup plus massive que ça se fait aujourd'hui. On pourrait en faire en réalité le mode de développement prioritaire de toutes les nouvelles opérations qui se font dans les opérations d'aménagement urbain, et ce serait de ce point de vue-là une véritable révolution. Je finis avec une toute dernière idée. C'est que se joue aussi un autre conflit fondamental aujourd'hui à l'échelle de la commune. C'est, pour l'expliquer ainsi, on est passé de l'ère villageoise à l'ère urbaine. C'est quoi être passé de l'ère villageoise à l'ère urbaine ? À l'ère villageoise, quand on habitait vraiment, quand il y avait une vraie différence entre l'urbain et le rural, quand vous habitiez dans un village, pour reproduire vos conditions matérielles existantes, c'est-à-dire pour vivre au quotidien, tout simplement, pour satisfaire vos besoins essentiels, vous dépendiez de vos voisins, de votre propre production, de la production de gens que vous connaissiez dans une ferme un peu plus loin ou peu importe, dans une échoppe un peu plus loin. Mais vous dépendiez finalement d'un nombre de gens assez restreint, et vous pouviez savoir précisément le nombre de gens dont vous dépendiez au quotidien et avec lesquels vous étiez connectés au quotidien. La majorité des gens n'étaient pas connectés entre eux. À l'ère urbaine, et à l'ère urbaine, ça concerne aussi bien les gens qui habitent dans le centre-ville de Nancy que les gens qui habitent dans des parties plus rurales au sens traditionnel de la Meurthe-et-Moselle. Aujourd'hui, vous vivez en ruralité, vous allez quand même dans un supermarché pour faire vos courses. Ce supermarché, pour faire vos courses, vous y trouvez des produits qui viennent du monde entier, qui ont été empaquetés avec du carton qui a été produit à un autre endroit, etc., etc. Quand vous buvez, vous ne prenez, dans le cas général, plus à l'eau du puits. Vous allez probablement ouvrir le robinet. Si vous ouvrez le robinet à ce moment-là, vous êtes relié à des centaines de milliers d'autres personnes qui sont de ce réseau d'eau-là, qui est connecté à d'autres réseaux d'eau, etc. C'est-à-dire que notre vie, elle est totalement en réseau. Comme elle est totalement en réseau, on dépend de ces réseaux-là. On ne sait plus faire, en réalité, vivre en autarcie indépendamment de ces réseaux-là. Ça, le capitalisme, il l'a bien vu. Et il l'a bien vu et il se dit, mais attends, ça c'est intéressant, parce que si tout le monde dépend d'un truc et qu'ils n'ont pas le choix que de passer par ce truc-là, bah, la question c'est d'être propriétaire de ce truc-là, puisqu'ils n'ont plus le choix. Et donc, c'est là ce qu'on appelle la grande bataille sur les réseaux. C'est-à-dire que le capitalisme, n'étant plus capable, pour des raisons un peu compliquées, de générer des profits autant qu'il en générait auparavant, il se dit, mais moi j'ai une façon beaucoup plus simple, plutôt que s'embêter à faire de l'innovation technique et technologique pour faire du profit, je vais plutôt aller mettre la main sur le réseau d'eau, je vais plutôt aller mettre la main sur le réseau ceci, le réseau cela, etc. Et puis je vais augmenter les tarifs. De toute façon, ils en dépendent, donc ils n'ont pas le choix, ils vont payer. L'exemple le plus typique, c'est la privatisation des autoroutes en 2005. La privatisation des autoroutes en 2005, c'est un truc de dingue. Vous avez 3 grandes sociétés qui rachètent l'ensemble du réseau autoroutier. Le réseau autoroutier, il est tout beau, tout propre, tout neuf, financé par argent public. Elles vont, en 5 ans,
le montant qu'elles ont versé à leurs actionnaires en dividendes va avoir dépassé le montant qu'elles ont acheté ce réseau. Donc elles ont fait une rentabilité à 5 ans, une culbute à 5 ans sur une opération de cette ampleur-là, c'est absolument, totalement délirant. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'elles le peuvent. Parce qu'elles n'ont rien fait, hein. Elles n'ont pas apporté une innovation, elles n'ont pas construit des choses, elles n'ont pas fait des travaux. Non, elles le pouvaient, il n'y avait pas de difficulté, donc elles l'ont fait. C'est donc le dernier grand enjeu sur lequel je voulais insister. La propriété des réseaux se joue à l'échelle locale beaucoup. La propriété des réseaux d'eau, la propriété des réseaux d'électricité, la propriété, par exemple, des réseaux d'énergie qui se développent aujourd'hui, des énergies renouvelables. Est-ce que les énergies renouvelables vont continuer à se développer exclusivement dans la sphère marchande, ou est-ce qu'on va avoir un développement public d'énergies renouvelables et donc une maîtrise publique de ces énergies-là, etc., etc. C'est la question la plus décisive en réalité du capitalisme de notre temps, et elle se joue pour beaucoup au niveau local, et elle est une question de mobilisation. Je vous prends juste un exemple. Il y a une vingtaine d'années, il y avait quasiment les 2/3 des Français dont le réseau d'eau était géré par le privé, par une grande multinationale. Aujourd'hui, on est passé en dessous des 50%, on se rapproche des 40%, des Français dont le réseau est géré par le privé. Il n'y a qu'une seule raison à ça, c'est le niveau des mobilisations citoyennes, qui ont été menées sur cette question du retour en régie publique. Je peux vous en le dire, je l'ai vu moi dans mon temps dans la fonction publique territoriale. Je suis arrivé dans la fonction publique territoriale, on discutait avec les élus de gauche, les élus communistes, peu importe. Le retour en régie publique, c'était un peu illusoire, c'était un truc de gauchiste, c'était un truc de l'ancien temps, etc., etc., y compris de la part des élus locaux censés porter ça. Et sous la pression de collectifs citoyens, sous la pression et grâce à des grands exemples qui ont été faits, on a obtenu de retour en régie publique. On a constaté que ça n'était pas un problème technique, que ce n'était pas un problème financier. Évidemment, c'était pas simple à faire, hein, rien n'est simple à faire. Mais ça a marché et que ça a permis, en revanche, de mettre en place la gratuité des premiers mètres cubes d'eau, que ça a permis de mettre en place des tarifications différenciées selon les usages, bref, des choses qui sont indispensables à la bifurcation écologique et à la justice sociale aujourd'hui. C'est un exemple selon lequel on peut remporter des grandes victoires et des victoires qui ne sont pas une petite victoire locale, mais des grandes victoires dans la grande marche actuelle au niveau local. Je conclus en vous disant ceci. Vous voyez, ce qu'on a essayé de faire passer à travers ces exemples-là, c'est l'idée que dans cette élection municipale, contrairement à ce qu'on nous raconte tout le temps, c'est-à-dire que c'est une élection municipale ici, il n'est pas question des grands clivages politiques nationaux, là, finalement, au niveau local, on peut tous se mettre un petit peu d'accord, etc. C'est n'importe quoi. C'est totalement faux. Ce qui se joue dans l'élection municipale sont des questions politiques décisives, des questions politiques extrêmement clivantes, sur lesquelles il est normal de cliver, sur lesquelles il y a des choix à faire. Et ce dont on a besoin, c'est d'élus locaux de gauche, d'élus locaux révolutionnaires qui, justement, n'oublient pas pourquoi ils ont été élus et avec quels objectifs ils mènent ces politiques municipales-là, et qu'ils le fassent dans l'idée que on va construire une première étape au niveau local de quelque chose, d'un changement de société beaucoup plus global et qui n'abandonne pas cette perspective en route. Donc ne croyez pas tous ceux qui vous disent qu'il faut être raisonnable, etc. Ne croyez pas tous ceux qui vous disent que c'est pas possible. Moi, je vous le dis aussi de la bouche d'un technicien, c'est possible, et tout montre que ça a été possible et que ça l'est encore. C'est une question de choix politique. Tous ceux qui vous disent qu'il n'y a qu'un seul choix possible, de façon générale, vous mentent et défendent un choix plutôt que l'autre, le choix libéral. Nous pouvons faire l'exact inverse. Merci. Merci Manuel. Donc effectivement, moi je suis la candidate pour la France Insoumise ici à Nancy pour la liste Nancy Insoumise, mais j'ai également été fonctionnaire territoriale avant de démissionner récemment. Et effectivement, je dois avouer que ce livre, il est très éclairant. Et même quand on connaît l'administration, quand on a l'impression de
de comprendre le paysage territorial et son fonctionnement. Je trouve ça rafraîchissant vraiment d'avoir des idées nouvelles sur ce plan-là et à cette échelle-là. Et je sais que pendant mes études, en tout cas sur l'administration, il n'a jamais été question de l'histoire des communes. On ne nous enseignait pas du tout ces logiciels en fait, de cette façon de lire l'histoire de la territoriale qui commence toujours au moment de la décentralisation dans les cours, hein, concrètement c'est ça. Et donc je dois avouer que c'est vraiment un travail précieux pour le mouvement, pour notre liste, mais je pense pour toutes les personnes qui portent les idées insoumises au niveau local partout en France, puisqu'il y a plus de 500 listes qui se présentent dans tout le pays. Et c'est important de souligner qu'on est un mouvement qui a toujours cette cohérence à la fois théorique et en termes d'orientation politique applicative, je dirais, de ces référentiels. Et c'est toute la force aussi de notre mouvement que d'avoir ces champs de réflexion. On en parlait avec Maximilien, sociologue, qui a travaillé avec nous sur l'enquête populaire, et je vais vous en parler dans un instant. Mais effectivement, c'est pas toujours des pratiques qu'on retrouve dans les autres formations politiques, qui est complètement délaissé ce travail-là. Et je pense que c'est important, comme vous le voyez, d'avoir vraiment ces champs de réflexion pour progresser et pour faire mieux, et pour effectivement que cette révolution citoyenne advienne partout où c'est possible. Donc, comme je le disais, je voulais vous parler, moi, de l'enquête populaire qu'on a faite avec les militants, puisqu'on est allé à la rencontre de centaines et de centaines d'habitants partout dans Nancy pour échanger sur leur propre vision de Nancy, comment c'est Nancy en vrai, en pratique, dans leur quotidien, qu'est-ce que les personnes souhaiteraient changer, voire évoluer, qu'est-ce qui convient, ne convient pas, etc. Et en fait, je trouve qu'on retombe vraiment sur une connaissance expérientielle finalement des habitants qui rejoint tous ces enjeux que vient de présenter Emmanuel. Et donc, je trouve ça intéressant de vous présenter les résultats et finalement de lire comment ça peut trouver sa source dans les politiques qui sont actuellement appliquées et pourquoi les solutions qu'a présentées Emmanuel et qui figureront au programme pour la plupart de la liste Nancy Insoumise sont pertinentes par rapport aux enjeux. Pour ce qui concerne les attentes, je dirais, des habitants et des habitantes de Nancy, c'est avant tout finalement un besoin de reconnaissance dans la vie réelle, je dirais, de leurs besoins. Et c'est vraiment ça, la force de la France insoumise, c'est qu'on prétend à gouverner à partir des besoins réels des habitants et non pas à partir de logiques spéculatives pour l'intérêt de quelques-uns. Et ça, les gens ont vraiment une attente forte. Donc, même si c'est pas forcément lié dans le discours à quelque chose de politique, ça l'est profondément, comme on vient d'en parler. Puisqu'aujourd'hui, même si ce qui est présenté aux personnes, c'est un modèle de performance, de mobilité, d'indépendance dans cette société, ce que les gens vivent réellement, c'est de la bricole, de la survie. Ces liens de solidarité qui ont existé avant qu'il y ait des systèmes collectifs, eh bien, refont surface de façon assez forte, parce qu'on en a besoin pour faire face au quotidien. Donc beaucoup de solidarité informelle parce que justement les services publics reculent et aussi le capitalisme s'endurcit et les conséquences sur la vie quotidienne sont importantes. Donc on a pu vraiment noter une fatigue des personnes face à un système littéralement qui les broie dans le quotidien. Et ça nous est aussi arrivé de parler avec des personnes qui nous disent là il est 19h, en fait j'ai eu une grosse journée, c'est pas que j'ai pas envie de vous parler, c'est juste que je suis fatiguée, littéralement. Et voilà, c'est vraiment un constat global. Et donc, un combat au quotidien pour une vie digne, c'est vraiment ce qui ressort du récit des personnes. Cette volonté de vivre dignement, tout simplement. Et ça passe par une considération et un respect qui est attendu, à la fois dans les actions politiques qui sont posées, des actions concrètes qui ont un impact sur la vie quotidienne, mais aussi quelque part dans le rapport des politiques à la population. Et on a pu aussi finalement remarquer un sentiment de mépris, un grand sentiment de déconnexion des élus locaux par rapport au quotidien des gens. Et je pense que c'est important parce que cette question de la révolution citoyenne, elle se joue aussi à cet endroit. Puisque la représentation actuelle pose aussi un certain nombre de questions. Il y a aussi des récits sur une inéquité de traitement, pour ne pas dire des faveurs qui sont faites à certains plutôt qu'à d'autres sur tout un tas d'accès au réseau, justement, dont sont dépendants les gens.
Et donc, je vais vous parler un petit peu plus de façon thématique sur tout ce que cela recouvre, les informations qu'on a pu recueillir. Donc, la préoccupation principale, je vous l'ai dit, c'est malgré tout le coût de la vie aujourd'hui, qui revient beaucoup dans les discours. Le fait que les gens doivent aujourd'hui choisir entre se nourrir correctement, se loger, se chauffer, parfois se soigner, pouvoir donner des loisirs pour leurs enfants. Et donc ça, c'est vraiment ce qui est le plus ressorti de nos échanges en toile de fond, je dirais. Et quand on regarde du coup un petit peu plus les préoccupations, la question du logement, de l'habitat revient énormément. C'est un enjeu central dans cette campagne, puisque il peut y avoir à la fois une peur de devoir quitter son logement parce qu'on ne peut plus se permettre de le payer, tout comme une aspiration pour d'autres personnes à aller vers l'accession à la propriété, tu l'as dit Manuel, ou un logement plus grand, plus adapté par rapport aux évolutions de la famille. Donc c'est un enjeu central. Il y a la question de l'accès au logement notamment pour les ménages les plus précaires, puisque tu l'as également expliqué très bien. Aujourd'hui, la production de logements sociaux ne répond pas aux besoins parce que les logements sont trop chers, même lorsqu'ils sont sociaux, notamment pour les personnes qui vivent difficilement des périodes de leur vie où elles sont confrontées à la maladie, les personnes qui bénéficient de l'allocation adulte handicapé par exemple, les personnes qui ont le RSA. Aujourd'hui, pour trouver un logement à Nancy, c'est extrêmement difficile, bien qu'on ait une construction de logements sociaux, on ait une offre qui se développe, ça ne correspond pas aux besoins. Et ça s'explique aussi par les choix qui ont été faits en termes d'urbanisme, et notamment tout ce qui concerne l'ANRU, où on a détruit du logement social qui était accessible pour un certain nombre de ménages, et qui ont été détruits pour faire de la mixité dans le quartier. Donc par exemple, au Haut-du-Lièvre, on avait la plus grande tour d'Europe, comme on disait, donc le Cèdre Bleu, le Tilleul Argenté, et c'était des endroits où on pouvait du coup se loger à moindre coût. Et il a été décidé de scinder ces bâtiments, d'en détruire une partie pour proposer une autre offre de logement, donc reconstruire des logements de meilleure qualité, plus haut de gamme, on va dire, sur le même quartier. Et ça a donné lieu à des déplacements de population, littéralement, puisque on a un tiers des personnes qui étaient dans ces bâtiments qui ont été relogées dans le quartier, un tiers dans un autre quartier de la ville, et un tiers dans une autre ville, complètement. Et qu'est-ce que ça a produit, ça ? Les gens nous expliquent que finalement, tous les liens sociaux qu'ils avaient noués, toutes les solidarités concrètes dans le quotidien, avec le voisinage, avec les associations de quartier, etc., tout ça s'est délité. Et puis, un sentiment du coup d'abandon, de désertion de ces quartiers, les commerces vides en pied d'immeubles, etc. Et donc, finalement, des personnes qui ont pu être très attachées à leur quartier se voient dépossédées de leur espace de vie. Et voilà, sans pour autant, je dirais, nier le fait qu'il y ait des problématiques sociales, des problématiques de sécurité, etc. Les gens sont quand même attachés à ce quartier et sont fiers justement d'avoir pu tisser ces liens et vivre bon an, mal an, même un quotidien difficile dans cet environnement. Donc l'accès au logement est un sujet. On a d'ailleurs la métropole aujourd'hui qui demande une étude sur l'accès au parc social. Donc ça dit bien aussi qu'on a identifié le problème. Par contre, ce qu'on sait aussi, c'est que les associations pour le logement qui demandent à être entendues dans le cadre de cette étude ne sont pour l'instant pas rencontrées et c'est pas à l'ordre du jour. Donc nous, on s'interroge sur la composition des personnes, du panel des personnes interrogées, puisque aujourd'hui, ce sont les bailleurs sociaux qui vont être interrogés. Donc comment on peut être juge et partie, j'ai envie de dire, sur une telle question. C'est vraiment dommage parce qu'il y a vraiment des choses à faire pour comprendre les besoins, les analyser et y répondre. La question du mal logement aussi, malheureusement, on est en 2025 et pourtant des personnes vivent avec des fissures dans leurs murs, de l'humidité à des taux qui ne sont pas réglementaires. Beaucoup de problèmes aussi liés aux nuisibles, des chaudières qui sont dysfonctionnelles, etc., des ascenseurs. Donc ça, c'est des récits aussi qu'on a beaucoup recueillis. Et là aussi, on a des propositions sur le sujet. Avec la liste Nancy Insoumise, on défendra notamment la proposition d'une brigade du droit au logement, donc d'avoir des agents municipaux qui, de façon neutre, impartiale et en se basant sur leurs compétences techniques, pourront venir constater
les dégâts, les dysfonctionnements et inviter les bailleurs à répondre à leurs obligations, puisque aujourd'hui, normalement, pour louer un logement, il faut qu'il soit salubre et qu'il réponde à un certain nombre de critères. Il y a également d'autres soucis qui sont liés aux copropriétés, puisque, comme on l'a dit, ça reste encore aussi un idéal de pouvoir devenir propriétaire de son logement. Et on se rend compte qu'à Nancy, il y a bien des déconvenues sur le sujet dans différents endroits de la ville. Pourquoi ? Parce que les syndics de copropriété parfois ne font pas le travail comme ils le devraient. On a des malversations, des choses en tout cas qui posent un certain nombre de questions sur la gestion de ces copropriétés. Et de fait, des personnes qui, bien qu'étant propriétaires, se retrouvent dans des situations de grandes difficultés financières parce qu'elles doivent affronter des dettes, des problèmes structurels sur les bâtiments qui, du coup, ont un coût extrêmement élevé et du coup, qui font aussi perdre de la valeur à leurs biens. Et on a vraiment des personnes en grande détresse à Nancy, y compris chez les propriétaires. Tout ça pour dire que le logement est vraiment un vaste sujet qui concerne différentes dimensions. Pour finir sur ce point, j'aurais beaucoup de choses à dire, mais j'y reviendrai au fur et à mesure de la campagne avec l'équipe. Il y a également la question du sans-abrisme, puisque, encore à Nancy, des centaines de personnes ne trouvent pas à se loger et sont confrontées à la rue et à des conditions de vie totalement indignes, puisqu'elles n'ont pas de logement, elles n'ont pas, y compris, de place en hébergement d'urgence. Pourtant, la législation prévoit qu'il s'agit d'une obligation, le fait de fournir un hébergement d'urgence à toute personne qui serait confrontée à une telle situation. Et donc là aussi, on aura des propositions pour notamment proposer plus de places en hébergement d'urgence, éviter absolument que notamment les jeunes majeurs qui quittent les foyers de protection de l'enfance se retrouvent immédiatement livrés à la rue avec des personnes en grande précarité, confrontées aux addictions, confrontées à un certain nombre de problématiques sans avoir d'accompagnement spécifique. Et sur ce plan aussi, il faut souligner l'abandon total et absolu des services de l'État pour les personnes en situation irrégulière, qui sont confrontées de fait à la fois à la brutalité du fait de ne pas pouvoir travailler légalement et donc gagner dignement sa vie au quotidien, et en plus ne pas pouvoir être hébergé dans un hébergement d'urgence, ce qui est inhumain à notre sens. Un autre thème dont ont parlé les habitants et les habitantes, c'est la question des mobilités, sous un angle très pragmatique, puisque se déplacer, c'est un besoin, c'est une nécessité. Et donc, on est tributaire pour ça des transports en commun, notamment. Et l'attente, là, elle est très simple. Ce sont des transports qui sont accessibles, qui sont fiables, qui sont avec des dessertes à proximité, notamment aussi une accessibilité, donc à la fois matériellement, d'avoir des arrêts de transport en commun proches de chez soi et un réseau assez dense pour pouvoir rapidement se déplacer, mais aussi une accessibilité matériellement quand on n'est pas dans une situation où on est valide. Ça peut être de façon temporaire ou permanente. En tout cas, chacune peut être confrontée à des problèmes d'accès parce qu'on est avec une poussette, parce qu'on est une personne âgée, parce que, comme moi, on s'est fait la cheville il n'y a pas longtemps. Donc c'est des questions très très concrètes qui nous intéresseront beaucoup aussi dans nos propositions. Et en face, on a quoi ? On a une proposition d'un magnifique projet urbain qui est Urban Loop, dont vous avez sans doute ici entendu parler, peut-être pas. En tout cas, je trouve que ça rejoint beaucoup ce qui a été développé là sur la question du capitalisme et de la ville au service du capitalisme plutôt qu'au service des besoins réels des habitants. Pourquoi ? Il s'agit en fait d'une start-up nancéenne qui lance des capsules sans conducteur pour du coup un axe de 3 km selon des conditions qui sont encore pas tout à fait bien connues et bien comprises par les habitants, puisqu'il y a une certaine opacité aussi sur le projet, qui vont mobiliser des centaines de caméras, des capteurs, peut-être des passages souterrains, enfin on sait pas trop, et qui sont sur l'ancienne voie, enfin le projet se prépare sur l'ancienne voie ferrée, donc un espace vert pour l'instant, une friche.
Et quand on gratte un petit peu et qu'on essaye de comprendre mais qu'est-ce qui se passe autour de ce projet, on s'aperçoit que c'est à cet endroit que la municipalité souhaite que la nouvelle cité judiciaire s'installe. Donc voilà, il s'agira bien que les avocats et les magistrats puissent se déplacer du centre-ville à leur lieu de travail pour aller juger la plèbe, j'ai envie de dire. Et puis à côté de ça, un projet idem assez opaque de logements haut de gamme, voilà, 400 logements haut de gamme par un promoteur, Next City. Bon, tout ça est encore assez flou. Pourtant, on nous dit que les travaux vont débuter dès le mois de juin. Donc là aussi, en termes de, je dirais, participation citoyenne et compréhension des projets urbains et participation aux décisions, on est vraiment au ras des pâquerettes, puisqu'on a des consultations publiques où les gens posent des questions et on ne sait pas leur répondre, et où on leur dit que les travaux vont débuter. Donc c'est super. On a tous les critères cochés sur ce projet, que ce soit en termes du logement qui est proposé, de l'intérêt public de ce projet, mais aussi des intérêts privés sous-jacents et d'investissements publics au service de modèles qui sont à démontrer en termes d'intérêt général. Je tiens à rappeler aussi qu'on a un marqueur quand même important à Nancy, puisqu'on a eu un fiasco monumental avec le tram Bombardier, hein, des millions et voire presque milliards d'investissements sur un mode de transport où il y avait des accidents fréquents, des problématiques techniques fréquentes, etc., qui ont obligé la municipalité à complètement changer de système de transport, puisque le fournisseur Bombardier n'était plus en mesure de fournir les pièces pour réparer les wagons. Et donc voilà, donc pour vous dire, on a un petit historique. La question, c'est est-ce qu'on a une malédiction ou est-ce qu'on peut contrecarrer ça? Donc je vous invite vraiment, pour le coup, à voter pour la liste insoumise, parce qu'on s'opposera bien sûr à ce projet-là et on refuse de refaire les mêmes erreurs que par le passé, et on s'intéressera plutôt au réseau existant et à comment le moderniser au sens d'accessibilité, comme je l'ai évoqué. Et bien sûr, je n'ai pas parlé du tarif, mais c'est également une question importante sur laquelle on a travaillé et on y reviendra. J'ai pas mal de choses à dire, mais j'aimerais bien aussi qu'on puisse passer aux questions, donc je vais faire vite. L'accès aux services publics aussi, ça a été une vraie question. Certains quartiers, les habitants ressentent vraiment la ségrégation urbaine qui s'est opérée et l'éloignement des services publics. Et c'est quelque chose qu'on a pu entendre, et c'est vraiment ce sentiment d'abandon que je décrivais des quartiers populaires. Et un problème aussi d'accès aux droits pour des personnes qui pourtant en ont vraiment besoin. Et là, ce qui est intéressant, je trouve, c'est en termes d'investissement public, de regarder combien d'euros investis par rapport à la population qui vit dans un quartier. Et j'ai trouvé ça intéressant aussi dans le livre. On dit beaucoup qu'on donne énormément d'argent pour les quartiers dits prioritaires, c'est-à-dire les quartiers où il y a plus de pauvreté et où il y a plus de problématiques sociales. On dit qu'il y a des investissements massifs qui sont faits dans ces quartiers de la part de l'État, mais que rien ne bouge, et que donc c'est que quelque part on sous-entend que les gens ne prennent pas leur destin en main et vraiment on leur donne toute leur chance et ils s'en sortent pas. C'est vraiment qu'ils font exprès, quoi. Et que non, en fait, quand on regarde bien, la statistique moyenne, c'est dans ces quartiers-là, qu'est-ce qu'il y a en plus comme argent public de la part de l'État fléché nécessairement sur ces quartiers? 115 € par habitant et par an. Quand on sait que c'est des populations, notamment sur le quartier du Haut-du-Lièvre chez nous, où il y a 55% des personnes qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Donc pour vous dire que qu'est-ce qu'on va faire avec 115 € par habitant quand on a de telles problématiques, vous voyez bien que c'est pas du tout à la hauteur des enjeux. Et je pense qu'on sera également vigilant sur cet aspect-là de la bonne répartition. Pas mettre tous les investissements sur le centre-ville. Bien sûr, il faut que le centre-ville vive, mais il n'y a pas que cette question-là de la centralité. Il faut que les gens puissent vivre dignement à l'endroit où ils habitent, en fait. Ça paraît simple dit comme ça, mais étant donné, comme on l'a dit, toutes ces questions de spatialité et les enjeux, on voit bien à quelle logique ça répond et comment ça devient vraiment particulièrement important de changer de logique sur nos politiques publiques. Très rapidement, d'autres sujets, donc l'emploi, le fait qu'il n'y a pas beaucoup de débouchés en termes de travail. Donc là aussi, c'est clairement la Macronie qui, du coup, a détruit cette année quasiment 160 000 emplois, enfin l'année dernière. Donc vous voyez bien que là aussi, il y a des enjeux, je pense, auxquels les politiques nationales peuvent aussi être des sacrés leviers. Mais en termes locaux, on peut aussi faire des choses. On peut investir, puisque aujourd'hui, l'investissement public et donc la dette locale
pour l'investissement, c'est un levier et un outil et non pas un poids absolument, puisque ça peut créer de l'emploi, ça peut permettre de pérenniser des emplois locaux. Et ça passe par la commande publique. Donc comment finalement, pour répondre aux besoins en matière d'investissement local, on va plutôt prioriser des sociétés qui créent de l'emploi local. Et ça peut faire partie des critères pour choisir les sociétés auxquelles on fait appel. Ça peut être développer l'emploi public lui-même, puisque si on reprend au privé certains services publics, on peut aussi développer un certain nombre d'emplois publics. On a la chance, par exemple, à Nancy aussi, d'avoir des universités, donc d'avoir des personnes qui font un travail intellectuel intéressant et qui peuvent participer au développement de nos politiques publiques, de la ville. Et ça peut être aussi, par exemple, travailler sur des financements de thèse, etc. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire en la matière sur notre ville. La question de la sécurité, c'est aussi une préoccupation, mais la façon dont les habitants et les habitantes nous en parlent n'est pas la même que celle dont les élus, à laquelle les élus font appel, en fait. Que nous disent les habitants, c'est qu'ils ont un besoin finalement de tranquillité et un besoin de respect. C'est ça qu'on entend. On n'entend pas qu'ils ont besoin que plus de gens aillent en prison, qu'il y ait plus de police dans nos rues, etc. Ils ont besoin qu'il y ait plus de présence humaine, plus de médiation, plus d'attention sur le vivre ensemble, puisque c'est ça la valeur cardinale des récits qu'on a recueillis, le vivre ensemble, et pas forcément et nécessairement ce qu'on nous vend de la peur de l'autre et de tout ce qu'on peut entendre quand il s'agit, par exemple pour Lauriane Noir, de créer une police canine. Je ne vois pas trop, même si on aime beaucoup les animaux, en quoi ça va rétablir du lien social et de la cohésion sociale dans notre ville. Donc, ce qu'on nous dit, c'est que justement, la police, elle est trop armée, trop absente, sauf pour sanctionner. Et il y a aussi la dimension discriminante qui nous a été rapportée un certain nombre de fois. Et donc, c'est pourquoi nous aurons aussi une politique totalement différente, plutôt basée sur la médiation, une connaissance des quartiers, puisqu'on a la chance d'avoir des personnes qui connaissent très bien leur quartier, qui peuvent aussi opérer cette médiation, avoir une formation et un accompagnement pour justement travailler sur cette cohésion, comme ça s'est fait par le passé dans les quartiers et où on a pu voir que ça fonctionnait, que Nicolas Sarkozy a d'ailleurs complètement bousillé pendant son mandat présidentiel. Donc revenir voilà, une tranquillité quotidienne et laisser à la police nationale ses prérogatives en matière de lutte contre la criminalité. Pour finir quand même sur ce qui me paraît extrêmement important et à la fois un peu complexe, c'est la question du coup de la démocratie locale et de l'intervention citoyenne, l'intervention populaire dans les décisions. Il se trouve qu'aussi ici on a une spécificité locale qui est que depuis les années 90, on a justement une intercommunalité, donc les 20 communes Nancy et alentours, qui créent aujourd'hui la métropole et qui à l'époque était une communauté urbaine, est une intercommunalité extrêmement intégrée. Ça veut dire que les communes ont transféré un certain nombre de compétences, et ici un très très grand nombre de compétences, à la métropole. Et je pense que déjà en discutant avec les habitants et les habitantes, il y a vraiment une totale incompréhension de qui relève de quoi, quelle compétence est mise en œuvre par quelle collectivité, quel niveau de collectivité. Et bien souvent, les gens s'adressent à la mairie parce que c'est l'échelon de proximité. Donc il y a vraiment ce lien-là qui existe encore entre la mairie et les habitants et les habitantes. Mais malheureusement, c'est pas là où se prennent la majorité des décisions. Et les gens, je trouve, ne sont pas bien au fait du fonctionnement local et ne comprennent pas forcément ce qui s'y passe. Et c'est normal parce que je pense que c'est volontaire. Et on a une opacité à tel point que si vous allez aujourd'hui sur le site de la métropole, vous n'aurez pas la liste en fait, des compétences de la métropole qui sont actuellement exercées par le conseil métropolitain. Et donc je pense qu'il y a vraiment un énorme travail de transparence à faire sur ce sujet-là. Et effectivement, remettre ces dispositifs d'intervention citoyenne dont Manuel a parlé, la révocation des élus, ça paraît incroyablement fou, mais en fait, pourquoi pas ? Enfin, je pense que ça, c'est vraiment une proposition très concrète, très radicale et tout à fait légitime. Et c'est une revendication qu'on portera. Le référendum sur les grands projets, vous voyez bien que si on faisait aujourd'hui un référendum sur l'Urban Loop et c'est ce que nous ferions. Je ne pense pas que la majorité des Nancéens et des Nancéennes voudrait que 20 millions d'euros d'argent public soient lancés sur un projet de start-up dont ils n'ont pas connaissance du réalisme ou de la pertinence.
Voilà, le référendum d'initiative citoyenne, c'est aussi quelque chose effectivement qu'on défendra, de pouvoir aussi permettre aux citoyens et aux citoyennes de donner à l'ordre du jour des sujets qui leur importent et dont ils ont envie qu'on décide pour faire avancer leur propre agenda. Voilà, je vais m'arrêter là parce que j'ai beaucoup parlé, mais en tout cas, vous l'aurez compris, nous allons porter un programme de rupture à Nancy autour d'une vie digne pour tous les habitants et les habitantes, d'une véritable révolution citoyenne pour la justice sociale et la bifurcation écologique. Et je vous remercie de votre attention.